Et nous poursuivons avec notre partenaire du jour, Régis Le Sommier. Bonjour Régis, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte. Alors commençons par parler de cette photo. Alors ça, d'ailleurs c'est ma faute, j'aurais pu la passer à Franck qui aurait pu vous la montrer en direct. Ce sera pour une prochaine fois. Mais donc photo sur laquelle on voit Vladimir Poutine, le président chinois et le Premier ministre indien, il me semble, donc en train de se serrer la main, une espèce de nouveau trio. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Régis Le Sommier? Oui, alors je pensais, effectivement, je vais vous parler des relations entre les États-Unis et la Russie, ce qu'il faut en penser. Mais avant, effectivement, j'ai tenu à faire ce petit détour par la ville de Xinjiang, qui est une banlieue de Pékin, où a eu lieu hier le sommet de l'OCS, c'est-à-dire l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, vous avez cité effectivement cette photo, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je vous ai envoyé cette photo hier, Liselotte, mais en fait, il y a eu plein de photos absolument incroyables, dont une d'ailleurs où on voit Vladimir Poutine dans une voiture avec Narendra Modi, le Premier ministre indien, en train de discuter dans une voiture. Et on réalise, on se dit, mais il y a un mois, le même Vladimir Poutine était dans une voiture à Anchorage avec Donald Trump. Et là, vous le voyez effectivement sur cette photo que je vous ai envoyée, en train de rire avec Xi Jinping et Narendra Modi. C'est-à-dire déjà, sur cette photo, vous avez on va dire, plus de 3 milliards d'individus. C'est-à-dire Ouais, entre la Chine et l'Inde. c'est une photo qui a du poids. Voilà, c'est-à-dire que ce sommet, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un sommet. C'est quand même le nouveau monde qui se met qui est en train de naître, ou en tout cas qui est en train d'éclore. Évidemment, ils ne sont pas d'accord sur tout. Évidemment, cette dénomination des BRICS est plus théorique encore qu'effective, mais il semble quand même que l'ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale et du plomb dans l'aile, et qu'on soit vers une nouvelle configuration. On imagine aussi que quelqu'un que j'ai un peu cité déjà, bouillait à la Maison-Blanche devant sa télévision. D'autres en Europe ont dû se poser la question de savoir si on était vraiment parvenu à isoler la Russie avec la guerre en Ukraine. Je rappelle que c'était l'objectif. Mais le mot de la fin reviendra sûrement à la Chine, qui, avec cette démonstration de force, vient de nous dire que, justement, l'hégémonie occidentale sur le monde fait désormais partie de l'histoire. Alors, par rapport à ça, par rapport à tous ces bouleversements, le fait que Vladimir Poutine peut se permettre d'aller un peu partout sur Terre sans être arrêté. Je rappelle qu'il y a quand même un mandat d'arrêt contre lui du tribunal pénal international, mais qu'à chaque fois, il est quand même allé aux États-Unis, là il va en Chine, là il est allé en Mongolie déjà, et donc le même Poutine peut se permettre, par rapport à cet isolement auquel on devait assister à la suite de la guerre en Ukraine, eh bien, il est absolument accueilli partout. Quand vous voyez la photo qui conclut ce sommet, vous avez Poutine en plein milieu et tous les autres autour. Tous les autres, ça veut dire le Turc Erdogan, le Pakistanais, le président du Vietnam, enfin bref, de la Mongolie, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, de la Biélorussie, enfin bref, c'est donc la coopération de Shanghai, mais quand même, ça veut dire quand même des choses. Ça veut dire que, eh bien, on est dans une impasse, nous, Européens, par rapport à ce qui est en train de se produire. Et pour revenir sur le sujet d'origine, c'est-à-dire à savoir les rapports entre Américains et Russes, euh, on se souvient donc il y a un mois du sommet d'Anchorage, qui a donné peu de résultats tangibles sur le front ukrainien. En revanche, ce qu'on a un peu oublié à l'époque, et c'est ça sur quoi je voulais revenir ce matin, c'est que dans l'avion qui l'ont ramené à Moscou, à ce moment-là, le 15, le 15 août dernier, le président russe avait signé un décret présidentiel d'une importance significative. Un décret qui autorise les investisseurs étrangers à prendre à nouveau des parts dans le projet pétrolier et gazier Sakhalin 1. Alors, de quoi s'agit-il? Sakhalin 1, c'est quoi? C'est 3 gisements
gisements offshore qui sont situés sur la côte pacifique russe, à l'est de l'île de Sakhaline, au nord du Japon. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien, tout simplement parce qu'avant février 2022, le géant américain, la plus grosse compagnie pétrolière au monde, ExxonMobil, possédait 30% de ce gisement et l'exploitait, puisait du pétrole, forait du pétrole, et donc détenait 30%. Et donc évidemment, comme beaucoup de compagnies étrangères, quand il s'est agi de quitter d'appliquer des sanctions, eh bien Exxon a été obligé de partir, en laissant d'ailleurs à tenter de vendre ses 30% de parts dans ce gisement pétrolier avec une décote de 4 milliards. Mais finalement, Moscou a refusé la vente et Moscou a saisi ses avoirs. Donc on était dans cette configuration. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que Poutine, côté russe, autorise potentiellement ExxonMobil, géant américain du pétrole, à revenir exploiter et puiser du pétrole et du gaz, enfin surtout du gaz, sur ce gisement. C'est quand même considérable. Donald Trump avait dit d'ailleurs dans l'avion qui le conduisait à Anchorage, j'ai noté que Poutine avait amené avec lui pas mal d'hommes d'affaires, c'est une bonne chose. J'aime beaucoup le fait qu'ils veulent faire du business, mais cela ne se fera pas si la guerre n'est pas réglée. Alors, la guerre n'est effectivement pas réglée. En Ukraine, les frappes redoublent. Sur le front, les Russes accélèrent la cadence. Pourtant, au-delà de l'Ukraine, on sent bien chez les Russes comme chez les Américains, c'est pas la première fois. Souvenez-vous des rondes de négociations à Jeddah, à Riyad et même à Istanbul, où les Américains et les Russes se rencontraient, après incluant les Ukrainiens à leur discussion, mais depuis un moment, il y a un intérêt marqué pour renouer dans le domaine économique et dans celui des affaires. Et quand vous avez, à la suite des négociations entre Poutine et Trump, qui n'ont pas donné grand-chose, je le répète, sur la guerre en Ukraine, quand Sergueï Lavrov parle de progrès, c'est bien de cela qu'il parle. Il ne parle pas tellement d'Ukraine en réalité. Il y a les sanctions qui ne permettent pas, pour le moment, la concrétisation de ces projets. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans l'hypothèse où certaines sanctions seraient levées, s'il y a un débouché ou des négociations qui prennent, on va dire, de l'ampleur sur l'Ukraine, eh bien, une série d'accords commerciaux pourrait voir le jour. Et la Russie, qui a été tenue depuis 3 ans à l'écart des investissements dans le secteur de l'énergie, pourrait retrouver une place conséquente. Donc voilà, je ne détaille pas je pourrais vous détailler tout ce qui s'est passé pour Exxon, mais je voulais vous donner un autre exemple qui a été largement évoqué pendant ces discussions. C'est intéressant parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les discussions, ce qui filtre, c'est plusieurs médias qui, quand on remet ça bout à bout, eh bien, on se rend compte que la plupart des discussions qui ont lieu entre les Russes et les Américains sont tournées autour de l'économie, en fait. Elles sont tournées évidemment autour de l'Ukraine, mais l'économie... Oui, mais même quand on parle d'Ukraine, ça parle surtout d'économie en Ukraine, en fait. Alors, c'est savoir comment est-ce qu'on va se partager le gâteau une fois que le conflit sera fini. Tout à fait, mais on sent vraiment que les obstacles gênent Donald Trump, parce que Donald Trump, plus qu'une question de justice, vous savez, nous les Européens, nous sommes pour la préservation de l'intégrité de l'Ukraine, le soutien à l'Ukraine, les garanties de sécurité. Les Américains, en fait, en réalité, sont pour mettre cette guerre derrière eux le plus rapidement possible. C'est l'objectif de Trump parce que les promesses du point de vue économique, les promesses des nouvelles relations russo-américaines qui sont quelque part des relations d'une guerre froide 2.0. C'est-à-dire que les Russes et les Américains sont en train de mettre en place le monde de demain, l'articulation d'un monde qui ne serait pas bipolaire, puisqu'on l'a dit, il y a la Chine et il y a tout un tas d'autres acteurs, si vous voulez. Mais dans ce grand mano à mano entre la Russie et les États-Unis qui existe depuis plus d'un siècle, eh bien là, on arrive dans une nouvelle configuration. Et si, par exemple, Donald Trump décide d'envahir le Groenland, ce qui est aussi une hypothèse, il est fort à parier que la Russie ne bougera pas d'un iota. Ouais. C'est-à-dire que tout ça aura été défini. Et je vous donne un exemple, par exemple, il a été discuté entre les Russes et les Américains l'idée d'acheter du matériel américain
pour forer du gaz naturel liquide, transformer le gaz naturel en faire du gaz naturel liquide, un projet qui s'appelle Article LNG 2. Et donc les États-Unis se proposent potentiellement de donner du matériel aux Russes pour pouvoir faire des forages et convoyer du gaz naturel liquide. C'est énorme. Ça veut dire que, parce que ce dont les Russes pâtissent en ce moment, c'est du vieillissement de leurs installations de pétrole et de gaz, dû à la guerre, dû au fait que 3 ans de guerre, 3 ans de sanctions ne permettent pas aux Russes de se remettre à niveau sur leur plateforme de forage avec le matériel, et surtout d'évoluer vers les technologies nouvelles que les Américains ont. Donc en fait, les échanges de nature économique ont été très très importants. Trump n'a pas obtenu d'accord sur l'Ukraine, mais quand il est revenu d'Anchorage, ses perspectives d'affaires juteuses sont en fait une manière assez efficace pour calmer ses pulsions. Et pour Poutine aussi, c'est un argument que les Russes mettent en avant de façon, d'abord pour eux, je le dis, pour se mettre à niveau, mais aussi pour faire en sorte qu'ils gardent Trump du côté, qu'ils gardent les Américains avec eux. C'est évidemment un objectif, voilà. Donc on est dans une configuration qui est quand même le grand perdant là-dedans. Ça risque d'être qui ? Ça risque d'être l'Europe, parce que on a signé, faut pas l'oublier. Peut-être L'Ukraine aussi, mais je parle au niveau de la configuration internationale et au niveau des grands ensembles. Je termine là-dessus. Imaginez par exemple que dans un avenir proche, il y a une ouverture, levée de certaines sanctions. Exxon reprend pied en Russie. L'ironie voudra que les Américains risquent de revendre aux Européens du pétrole russe. Vous savez qu'on a signé, Madame Ursula von der Leyen a signé un accord de 750 milliards d'achats d'énergie américains. Très habilement négocié. Donc, on s'est pris 15% à l'exportation de nos produits, mais on s'est engagé à acheter de l'énergie américaine. Eh bien, on risque d'acheter indirectement du pétrole russe que les Américains... alors vous savez qu'on en achète déjà à l'Inde. C'est aussi une manière que Poutine a trouvée pour contourner les sanctions, c'est-à-dire vendre son pétrole à l'Inde, qui le revend à l'Europe. Mais là, ça risque d'être les Américains directement qui nous vendent via ExxonMobil, avec, on l'imagine, une taxation supplémentaire. Vous savez, comme c'est déjà le cas pour les armes à destination de l'Ukraine, il y a 10% de taxation pour les Européens qui les achètent, qui ont acheté 100 milliards d'armes et qui vont les donner à l'Ukraine. Donc voilà. Donc on est vraiment perdant dans cette histoire. Il faut réaliser quand même ce qui est en train de se passer, c'est que même si pour le moment, il n'y a toujours pas d'accord, il y a des choses qui se mettent en place entre Russes et Américains, de ce point de vue-là. Et puis, comme je le disais au début, d'autres choses qui sont en place aussi, en train de se mettre en place entre Chinois, Russes, Indiens, avec d'autres acteurs, les fameuses BRICS. Et nous, là-dedans, eh bien, on regarde un petit peu le train passer. Merci pour cette analyse, Régis. Quand vous nous parlez de cette situation dans laquelle les Européens, effectivement, sont perdants, si l'on devait désigner des coupables, est-ce que Vladimir Poutine et Donald Trump ont particulièrement bien joué et face à cette stratégie, de toute façon, on se serait retrouvé un peu coincé? Ou est-ce que quand même, ça vaut le coup de souligner l'incompétence de nos dirigeants, alors français Emmanuel Macron, mais aussi européens? En somme, est-ce qu'ils ont profité de notre nullité ou est-ce que de toute façon, ils jouaient si bien que quand bien même on aurait été géniaux à échelle européenne, on se serait retrouvé coincé? Je pense que les Américains nous avaient dans la ligne de mire depuis très longtemps. On a malheureusement, dans cette histoire entre l'Europe et les États-Unis, entre nos différents pays et les États-Unis, joué d'une naïveté depuis des années et aussi, on va dire... depuis 45, quasiment. Quasiment, mais on a eu aussi plutôt des gens aussi, un personnel politique d'ailleurs très atlantiste qui a tenu ou qui a participé de cette petite musique que les Américains étaient nos frères, que c'était la grande puissance de la liberté, etc., etc. Et on s'est un petit peu
imaginaient que, étant nos frères, nous aussi, à leurs yeux, comptions. En réalité, pas du tout. On aurait dû s'en douter. On l'avait déjà sous l'administration Biden, souvenez-vous, avec le peu d'égards avec lequel les Américains avaient traité les Français quand ils ont décidé d'annuler le contrat, par exemple, de sous-marin avec l'Australie. Il y avait déjà des signes comme ça que l'Amérique s'essuyait un peu les pieds sur nous. Et pour ce qui est de l'Europe, voilà, on le sent bien. Vous savez, Donald Trump a dit, quand il est arrivé au pouvoir, et il l'a manifesté apparemment d'une manière pas très agréable pour la personne concernée, qu'il ne s'adresserait pas à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, mais aux dirigeants des pays. C'est-à-dire, il ne considère pas l'Europe dans son ensemble, mais il considère la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Donc c'est quand même significatif aussi du fait que les États-Unis voient l'Europe comme un marché, mais pas comme une puissance. Un marché qui est bon pour leurs produits. C'est un débouché pour leurs produits. C'est ni plus ni moins la directe continuité du plan Marshall, qui était également dans cet esprit. Il s'agissait de reconstruire l'Europe, mais il s'agissait surtout d'imposer la culture américaine, ou en tout cas de faire des débouchés, de trouver des nouveaux débouchés pour cette culture américaine qui nous a inondés depuis 80 ans. Et de ce point de vue-là, je pense que là où nos dirigeants ont très mal joué, mais pouvait-il en faire autrement quand la plupart sont des young leaders de ce fameux programme du département d'État des années 50, des gens qui ont eu, on va dire, qui ont été biberonnés à l'atlantisme, ils ne pouvaient pas en faire autrement. Vous avez quand même un pays comme le Danemark, je vous donne juste cet exemple, dont les États-Unis convoitent une possession, qui est le Groenland. Eh bien, le Danemark, en dépit des menaces d'annexion par les États-Unis du Groenland, continue à acheter du matériel de défense américain. Voilà, donc on est pieds et poings liés avec ces anciennes alliances, avec cette vassalisation qu'on a acceptée, et je pense que le réveil aurait pu avoir lieu là, le réveil aurait pu avoir lieu sur la guerre en Ukraine également. On aurait certainement pu jouer une autre partition, une autre médiation même. Ouais. Ça aurait dû être à nous de faire la médiation entre Poutine et Zelensky. C'est Trump qui est... C'est-à-dire Trump se retrouve au centre d'une négociation alors son pays n'est en aucun cas... est concerné dans la livraison d'armes, si vous voulez, mais c'est un conflit qui a lieu en Europe. C'est un conflit qui a lieu en Europe, dont des discussions ont lieu entre Poutine et Trump en Alaska, à l'autre bout du monde. Ouais. Non mais sans qu'on soit là. Avec Emmanuel Macron qui gesticule autour. Mais il a beau faire des selfies à Brégançon avec Friedrich Merz et dire ça y est, on est la main dans la main. Tout ça c'est du vent. Et à chaque vidéo, on sent bien que tout ça est totalement creux. Je crois que les Français d'ailleurs l'ont bien compris. Quand on parle de ce rapprochement entre Vladimir Poutine et Donald Trump, on a le contraste qui est d'autant plus frappant du comportement de Donald Trump vis-à-vis des pays européens, puisque actuellement, ce qui nous menace, ce sont des sanctions économiques lourdes, puisque Donald Trump a décrété qu'aujourd'hui, les pays européens n'auraient plus le droit de discriminer la tech, donc les grandes entreprises américaines. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, là, c'est pareil. Il s'agit c'est tout bénéfice. Alors, cet accord qui a été signé dans un premier temps entre Ursula von der Leyen pour assouplir le montant des droits de douane, faire passer de 30%, c'est ce que projetait Donald Trump initialement, à 15% finalement, mais en s'engageant à acheter du matériel américain, des armements américains, de l'énergie américaine. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que l'histoire des 15%, on pensait pendant très longtemps que les produits, le vin, tout ce qui fait le savoir-faire, le savoir-vivre français, pourrait échapper justement. Et on sait que pour la filière viticole, c'est un débouché énorme, les États-Unis. Eh bien, on n'aura pas d'exemption. Il n'y aura pas d'exemption. Et de l'autre côté, la taxation des GAFAM, c'est quelque chose dont on parle depuis des années. C'est quelque chose qu'on a vraiment failli appliquer. Et c'est toujours une menace. Et que Trump puisse obtenir ça, ça veut dire qu'on est soumis de A à Z. On n'a plus voix au chapitre et on ne peut même plus, dans cette relation,
poser nos conditions, ou en tout cas discuter, négocier. On nous impose des choses. C'est-à-dire qu'on a une Amérique qui se détache de l'Europe nettement, dont les préoccupations sont autres que les nôtres, mais qui nous maintient. Ils ont raison. Enfin, je veux dire... S'il n'y a pas de comment on va dire s'il n'y a pas de répondant, s'il n'y a pas de mordant derrière, Oui, vous savez, c'est leurs intérêts. Est-ce que quand Donald Trump est arrivé, tout le monde s'est dit c'est super, ça va être une bonne nouvelle pour les pays européens patriotes, etc. Alors peut-être au moins pour le message et le changement de mentalité global, certes oui, mais Donald Trump c'est avant tout un Américain qui travaille pour les Américains. C'est tout ce qu'on ne fait pas en Europe. Non, mais c'est tout ce qu'on ne fait pas, et c'est quelqu'un qui défend son beefsteak. Vous avez des leaders en Europe, des Giorgia Meloni, des Viktor Orban, pour ne citer que, qui sauront avoir une discussion avec les États-Unis franche. Ils sont on va dire, sympathisants de Donald Trump, mais pour ce qui est de défendre leur pays, ils ont déjà fait leur preuve. Nous, en l'occurrence, à part se dissoudre dans cet ensemble qui ne nous mène à rien et qui, finalement, dont les Français, dont une grosse partie des Français, si on regarde ne serait-ce que la représentation, les sondages pour les prochaines élections législatives, ou même le résultat tout simple des dernières élections européennes, on est quand même dans une majorité, une écrasante majorité des Français qui sont eurosceptiques, qui considèrent l'Europe comme un boulet ou un poids, plus que comme une manière d'entreprendre un avenir en commun. Et ça, les élus européens eux-mêmes, on recevait Thierry Mariani ce matin qui nous dressait le constat aussi alarmant que le vôtre. Mais c'est terrible, on n'a jamais réussi à faire aimer l'Europe. On n'a jamais réussi. Vous savez, j'avais une discussion, je terminerai là-dessus, avec l'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. Pierre de Villiers, on parlait justement de ça, on parlait de l'engagement des jeunes, de l'armée, etc. Et il me disait, vous savez, on peut toujours demander à un soldat de s'engager et de mourir pour son pays. On peut toujours, il y a toujours cette dimension quand on signe. En revanche, il me disait, c'est beaucoup plus difficile d'expliquer à un soldat qu'il doit mourir pour Bruxelles. Et rien que de poser ça en dit long. C'est-à-dire qu'on a une Europe qui est effectivement un marché, qui est un certain nombre de règles, un certain nombre d'accords, mais qui, au-delà de ça, ne représente aucune transcendance, n'a aucune valeur, on va dire, culturelle, ni ne suscite aucune exaltation. Et c'est bien là... Et aux États-Unis, c'est plus le cas, vous pensez ? Les États-Unis, c'est comme disait Jürgen Habermas, c'est du nationalisme constitutionnel, c'est-à-dire le cœur de la démocratie américaine est vénéré. Ce qui a donné naissance aux États-Unis et ce qui maintient ce pays, et que c'est quelque chose que les Américains ont à cœur. Nous on met pas beaucoup de drapeaux européens spontanément sur nos maisons. Donc faudrait faire les États-Unis d'Europe, oui, peut-être, mais on en est très très loin. Oui, effectivement. Est-ce qu'on pourrait tenter, si c'est possible, de finir sur une note positive, Régis Le Sommier, est-ce qu'on a encore une façon de s'en sortir ? Est-ce que d'un seul coup, est-ce qu'il y aurait une marche à suivre pour pouvoir s'en sortir, ou est-ce qu'on est arrivé tellement bas que quand bien même demain on se retrouverait avec de bons dirigeants, cette situation est devenue inextricable ? Rien n'est jamais perdu, hein. Vous savez, je crois que la France a connu dans son histoire des débâcles, des périodes, je pense à la mort de Napoléon, enfin la chute Waterloo, etc., qui laissait le pays dans une situation, je pense à la défaite de 39, il y a eu des moments où la France a été au bord du précipice, voire un peu dedans. Et elle a su trouver en elle des forces, des hommes pour la redresser. Donc je pense qu'on a des leaders qui aujourd'hui ont non seulement fait preuve peut-être d'égarement dans leur jugement, mais aussi beaucoup d'incompétence. Moi, je trouve que la caractéristique des années Macron, c'est ça. C'est plus que, on va dire, une nocivité face au destin national, face à des
des problèmes qui n'ont pas été résolus, l'immigration, l'insécurité, bref, des choses, des problèmes du quotidien des Français. Je pense que plus que ça, ceux qu'on appelait les Mozart de la finance, qui étaient censés justement nous aiguiller vers des lendemains qui changent, eh bien, nous ont plombés, nous font qu'aujourd'hui nous sommes écroulés sous une dette colossale, et ça c'est impardonnable. Ça veut dire qu'en fait là c'est vraiment une question de compétence. C'est-à-dire ces gens qui ont des beaux costumes, des belles cravates et qui sont désignés comme justement des fameux Mozart de la finance, eh bien se sont plantés de A à Z et à tous les niveaux. Il y a rien pour rattraper. Alors, on a aussi certains qui sont très doués mais pas pour la France et qui auraient tendance à servir d'autres intérêts. Alors ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Mais on peut se demander aussi pourquoi Emmanuel Macron continue à avoir cette posture belliqueuse vis-à-vis de la Russie, alors qu'on est quand même dans une période où, qu'on le veuille ou non, il faudra arrêter cette guerre. Donc pourquoi vouloir continuer cette guerre ? Pourquoi tenter par des mots, au lieu de chercher l'apaisement, au lieu peut-être justement de se mettre dans la roue des Américains et de se dire tiens, on va essayer de construire quelque chose pour l'après-guerre, faire en sorte qu'il y a des choses à sauver en Ukraine. Pourquoi essayer justement d'avoir toujours cette posture belliqueuse ? Parce qu'il s'agit de ça. On n'est pas obligé, alors qu'on est en pourparlers de traiter Poutine d'ogre, expliquer qu'il va nous manger et faire peser ses menaces sur les gens. Les gens ont suffisamment d'anxiété dans leur vie pour avoir en plus l'idée que, martelés par leur chef de l'État, que les Russes vont nous envahir. En plus, c'est faux. Et d'abord, les Russes n'ont aucune intention de nous envahir. Et même s'ils le pouvaient, ils n'en ont pas les moyens. Ça fait 2 ans qu'ils piétinent pour mettre à bas l'Ukraine. Ils n'y sont pas parvenus. Je ne crois pas qu'ils auraient les moyens d'envahir les pays baltes, la Pologne, la Roumanie et de foncer vers l'Allemagne et la France. Je ne le crois pas. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même configuration que pendant la Seconde Guerre mondiale ou qu'à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Poutine n'est pas Staline, c'est complètement différent. Donc pourquoi véhiculer ces images anciennes et continuer à créer de l'angoisse là-dessus ? Il y en a suffisamment dans notre quotidien. Pourquoi ? Parce que ça aide à gouverner ceux qui ne pourraient plus garder leur place autrement que par la peur. Ça, c'est un autre sujet. Merci Régis Le Sommier, une fois de plus pour ce point géopolitique. Je suis désolé, j'étais pas très joyeux à la fin. Vous m'aviez demandé une note. Mais si on trouve les hommes, on y arrivera, je pense. Mais voyez-vous, voilà. On sourit malgré tout. Donc c'est la preuve, chers auditeurs, pour ceux qui nous suivent en direct sur YouTube ou sur X, qu'il faut garder espoir. Mais bon, effectivement, pour le moment, c'est pas très rose. Enfin, les choses changeront un jour. Merci Régis Le Sommier. Et puis je vous dis à lundi prochain. À lundi.